Bonjour à tous, merci d'être là avec nous pour ce nouveau Facebook Live dédié au métier de professeur des écoles, donc votre futur métier. Ce soir avec nous, on a 3 invités expertes, Nelly, Stéphanie et Pascal. Donc on reviendra un peu plus tard sur leur présentation. Ce soir, on a voulu proposer un live vraiment pour vous permettre de découvrir d'un peu plus près le métier. Votre futur métier, que vous soyez candidat au CRPE 2021, donc dans 2 mois, les premières épreuves, et dans quelques mois, en fin d'été, votre première rentrée, ou alors que vous soyez candidat au CRPE 2022, que ce soit peut-être une première prise de connaissance du métier. Donc voilà, un zoom aujourd'hui sur la profession. Qu'est-ce que c'est qu'être enseignant en primaire? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Comment est-ce que vous serez examiné durant votre première année de titularisation? Qu'est-ce que c'est que préparer une classe? Comment gérer les élèves, les parents d'élèves, etc. On va faire un petit tour de tout ça. Donc, avant que je vous présente nos trois invités, juste un rappel, ce soir le live va durer à peu près 1 heure. On a les masques malheureusement. Donc on va essayer de parler fort et assez clairement. Si vous ne nous entendez pas, n'hésitez pas à le dire en commentaire et on essaiera de se rapprocher ou de monter un peu la voix. Donc un temps d'échange entre nous, de discussion et d'échange entre nous, et ensuite un temps de questions-réponses où en fait on prendra quelques questions posées en commentaire et on y répondra en direct. Alors vous avez été déjà super nombreux à nous envoyer vos questions en amont. On en a sélectionné beaucoup, on y répondra. Si on n'a pas le temps de tout traiter, on vous répondra soit par mail directement, soit en commentaire plus tard. Donc n'hésitez pas à reposer vos questions si vous voyez qu'elles ne sont pas répondues. Sinon, de toute façon, on y reviendra plus tard. Donc voilà, un temps d'échange, un temps de questions-réponses, parce qu'on y tient chez Fort Prof de pouvoir répondre à tout le monde en même temps et pouvoir partager. Ensuite, si toutefois vous ne pouvez pas participer jusqu'au bout à ce Facebook Live, il sera rediffusé en replay. Donc soit sur notre page Facebook, soit sur YouTube. Donc c'est comme vous préférez. Donc on va se lancer. Peut-être, je vous laisse vous présenter chacune toutes les 3. Nelly, si tu veux bien peut-être commencer. Alors donc, je suis Nelly, professeure des écoles depuis donc 7 ans. J'exerce depuis 5 ans en maternelle, en REP+, dans un dispositif qui accueille les enfants de moins de 3 ans. D'accord, donc REP+, peut-être... Zone d'éducation prioritaire. Ok. Et le dispositif moins de 3 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel? Alors, c'est pas dans tous les... Alors, il y en a beaucoup qui se créent, c'est pas dans tous les départements. Dans le Vaucluse, on est au nombre de 5. Donc, voilà. Donc, c'est pas 2 partout. Effectivement, il y en a peut-être pas partout. Ok. Bon, on reviendra plus tard sur ce que c'est, le quotidien du coup d'une enseignante en REP+. Donc, toi, tu es titulaire depuis 7 ans. Oui. Et tu as passé le concours avec l'aide de Fort Prof, puisque j'avais donc la formule vitaminée. Donc une Fort Profienne avec nous ce soir. Merci Nelly. Une deuxième Fort Profienne aussi avec nous, Stéphanie. Donc un profil un peu différent parce que vous êtes jeune titulaire. Oui, c'est ma 2e année de titularisation. Donc j'ai passé le concours il y a 3 ans avec du coup en formation Fort Prof, en présentiel. Et c'est une reconversion professionnelle puisque je suis arrivée plus tard sur le métier et j'occupe actuellement un poste de remplaçante sur une circonscription. Ok, merci. Et donc le 3e invité, c'est Pascal qui est professeur chez Fort Prof également. Alors je vous laisse vous présenter. Oui, alors je suis professeur chez Fort Prof depuis de très longues années, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et dans une carrière professionnelle, j'ai commencé ma carrière en étant enseignante pendant 15 ans. Et j'ai fait tous les niveaux de classe, de la petite section CM2. Ensuite, j'ai continué j'ai passé un diplôme de formatrice. Je suis devenue conseillère pédagogique et ensuite je suis devenue donc inspectrice et j'ai exercé pendant 20 ans en tant qu'inspectrice de circonscription. Et puis actuellement, j'ai de la chance, je suis retraitée et donc j'ai du temps pour moi et je continue quand même l'enseignement grâce à Fort Prof. Voilà. Il ne faut pas vous arrêter d'enseigner, quoi. Non, parce que l'enseignement, c'est une passion, je crois qu'on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Et donc, voilà, pour moi, ce qui est très important aujourd'hui, c'est justement de pouvoir continuer à enseigner avec un peu de temps de libre. Donc ça, c'est du luxe. Moi, c'est super. Donc, comme on le voit, c'est vraiment 3 profils différents ce soir qu'on a la chance d'avoir avec nous. Et c'est ça qui est super intéressant.
3 regards différents sur le métier, pour une même vocation. Donc ça c'est super intéressant. Dès le début, on va peut-être déjà se demander qu'est-ce que c'est qu'enseigner pour vous. Qu'est-ce que c'est que le métier? Parce que je ne sais pas si on a tous vraiment la même conception du métier. On a peut-être des clichés des fois avant d'en savoir plus sur le métier. Donc on peut peut-être déjà avoir votre avis sur la question. Qu'est-ce que c'est que pour vous enseigner et qu'est-ce qui vous a donné envie d'enseigner? Alors, je peux y aller. Moi, ce qui m'a donné envie d'enseigner, en fait, je suis tombée dedans. C'est-à-dire que je suis arrivée dans l'enseignement, ce n'était absolument pas prévu. Je n'avais absolument pas l'intention de faire une carrière d'enseignante. Et j'ai été très vite passionnée il y a plusieurs choses qui m'ont passionnée. La première, c'est que c'est un métier de créativité. Parce que il faut savoir motiver les enfants, leur donner envie. Tout le monde peut donner le numéro 5, page 13 du livre. Mais organiser, créer, ça c'est passionnant. Ouais. La deuxième chose, découvrir l'évolution d'un enfant. Et à un moment donné, le voir faire des choses que la veille, il ne savait pas faire. Je crois qu'il n'y a rien de plus gratifiant. C'est gratifiant. C'est gratifiant et c'est un émerveillement de chaque jour. Voilà. Donc pour moi, enseigner, c'est tous les jours être émerveillé des progrès des enfants que l'on a devant soi. Mais à la fois, c'est un métier que vous avez découvert alors. Ah, moi, je l'ai complètement C'est découvert. pas forcément quelque chose. Pas du tout. Au départ, je ne pensais absolument pas. Est-ce que j'oserais dire que je n'étais pas l'élève idéal? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'était sûr que je n'avais jamais eu l'intention d'enseigner. Et si on m'avait dit que je serais devenue inspectrice... Ça a été une révélation, quoi. Ça a été une révélation. Je suis arrivée complètement par hasard, j'étais suppléante. Et je pensais rester 3 mois. Et j'y suis restée toute ma carrière. Ouais. Donc, parce que j'ai découvert le métier et que je n'ai jamais vu le temps passer. Et que quand on rentre dans une classe, on ne voit pas les heures passer. Et que chaque jour est une découverte. Et je crois que je n'aurais pas eu la même vie si je n'avais pas été enseignante. Aussi bien du regard que j'ai porté sur mes propres enfants que sur cet enrichissement, parce que je crois que le contact avec les élèves est extrêmement enrichissant. Vous avez Voilà. nourri. Voilà. Ouais. Et vous, Stéphanie, c'est un constat que vous faites déjà, du coup, avec moins d'expérience évidemment, Oui. mais ce sentiment, vous l'avez déjà, et Alors, vous l'aviez avant, parce que vous, c'est une reconversion professionnelle aussi. C'est une Pas aussi, reconversion c'est que vous l'êtes devenue professionnelle, plus c'est tard ça. aussi. Alors, évidemment aussi, je suis venue par hasard. C'est-à-dire que j'ai eu une carrière un peu atypique, et puis moi aussi, j'ai envie de dire, je n'étais pas l'élève modèle, hein, je n'étais pas partie pour... on ne voyait pas en moi une future enseignante. C'est pas bien les du profils tout. atypiques. Oui, totalement. Donc, je suis passée par plusieurs métiers, par plusieurs autres formations avant d'arriver un matin en me disant je crois que peut-être l'enseignement peut m'intéresser. J'ai été pendant des années présidente d'une association de parents d'élèves, donc je suis rentrée Impliquée par quand même. notre versant. Et puis, j'ai rencontré des enseignants, j'ai échangé avec eux et je me suis rendu compte que peut-être ça pouvait être quelque chose qui pourrait correspondre à ce que je voyais, de l'engagement professionnel, de la motivation, de l'envie de se lever le matin, de ne jamais savoir ce qu'on va trouver du jour au lendemain aussi, parce que là on travaille avec des enfants et que d'un jour à l'autre il se passe des fois des choses merveilleuses ou des avancées foudroyantes, des moments plus difficiles mais qui sont tout aussi enrichissants. Donc je suis arrivée là aussi par hasard et je ne regrette pas mon choix. Je vais approcher de la quarantaine et je peux dire que maintenant ça fait vraiment 2 ans que je me lève le matin avec la même motivation chaque jour, même avec la fatigue. Il n'y a pas de lassitude. Il n'y a déjà, aucune lassitude. Ouais. Non. Ok. Mais non, c'est marrant avec autant de décalage dans la carrière de voir à quel point c'est ce même sentiment, quoi. Ah oui. Et toi, Nelly, du coup, tu es plus parcours classique. Moi, je suis le parcours classique. Alors, aucune lassitude non plus après 7 ans. C'est ce que disait Stéphanie, c'est quand même un métier rempli d'émerveillement au quotidien avec les enfants. Les enfants vraiment sont porteurs et sont les moteurs de notre enseignement. Alors, moi, j'ai toujours voulu faire ça. Je vais dire la phrase classique, mais c'est vrai, j'ai toujours voulu être enseignante. Quand j'étais enfant, j'étais un peu la bonne élève. Je vais m'envoyer des fleurs, mais je crois que j'étais un peu la bonne élève qui écoutait toujours, qui rêvait d'être la maîtresse. Et ça n'a fait que se confirmer quand j'ai été en classe avec les enfants et au quotidien, ça se confirme. Et voilà, c'est vraiment un bonheur de se lever le matin, même si parfois c'est compliqué, même s'il y a la fatigue. Et c'est toujours, ils sont contents de nous retrouver, on est content de les retrouver.
Et comme disait Pascal, effectivement, c'est juste incroyable de voir leur progrès et c'est notre plus grande... votre moteur, quoi. Ouais, on reviendra sur le quotidien d'un enseignant en primaire plus tard. Mais déjà, est-ce qu'on peut peut-être revoir avec vous, Pascal, qui est ancienne inspectrice de l'Éducation nationale, vous formez les stagiaires à passer le concours. Qu'est-ce qu'on attend en fait d'un candidat au concours et d'un professeur des écoles, en tout cas moi d'un jeune professeur des écoles, qu'est-ce qu'on va essayer de retrouver chez lui? La vocation, on a bien compris que c'est un métier quand même de passion, mais outre ça, comment ça se caractérise? Alors moi je crois que quand je suis dans les jurys ou quand je suis face à des stagiaires, je me demande toujours d'abord le dynamisme qu'ils vont avoir dans leur métier. Et parce que le dynamisme, c'est avoir envie de progresser aussi, avoir envie de toujours faire mieux, sans être dans l'exagération non plus, mais toujours avoir envie de donner. Donc c'est la première chose que je regarde. Ensuite, effectivement, je regarde aussi la bienveillance que les personnes peuvent avoir envers les enfants. C'est quand même, voilà, parce qu'on a des bons moments, et puis on a des moments plus difficiles, et c'est la capacité qu'on a à se distancier, à rester toujours extrêmement responsable de l'enfant qu'on a en face de soi, avec toujours un caractère bienveillant. Voilà. Donc, je regarde beaucoup ça. Je me demande si la personne que j'ai en face de moi, elle va être dynamique, elle va être optimiste, elle va avoir envie de progresser, elle va travailler. Soyons clairs, c'est un métier de travail, il ne faut absolument pas se leurrer. Et si il y aura cette bienveillance, ce petit éclair dans les yeux, en fait, moi je le cherche. Je le cherche. Quand je rentrais dans une classe, je cherchais l'éclair dans le regard des enfants quand ils regardaient leur maître et l'éclair de l'enseignant qui, lorsqu'il avait oublié que j'étais en fond de la classe, regardait ses élèves. Voilà. Et ça, je crois que c'est important. Et ça, Nelly, toi, tu vis des inspections régulièrement. On reviendra plus tard sur comment ça se passe, comment préparer une inspection, mais tu arrives à, quand tu es une inspectrice par exemple, tu es dans ta classe, est-ce que tu arrives quand même à oublier un peu que tu es examiné et revenir dans ton état un peu naturel, parce que finalement les enfants en face de toi ils sont naturels, donc est-ce que tu arrives à retrouver un peu cette authenticité? Je pense qu'on est de toute façon authentique parce qu'on ne peut pas faire semblant, et puis je pense qu'effectivement, comme disait Pascal, ça se voit tout de suite, en tout cas lors des inspections que j'ai eues et des retours des inspecteurs ou des inspectrices, de ce qui a été dit, c'est que dès qu'on rentre dans une classe, normalement on le ressent au climat de classe et justement avec cette relation qu'on a avec les enfants. Après, c'est vrai qu'il y a toujours ce stress immense d'avoir une personne... De vouloir bien faire. Voilà, mais je pense qu'il faut faire comme on fait au quotidien justement pour montrer ce qu'on fait et être authentique, parce que de toute façon, je pense qu'on ne peut pas tricher même lors d'une inspection, de toute façon avec les enfants on ne peut pas tricher. Avec des enfants on ne peut pas tricher. Et Stéphanie, vous en avez vécu déjà des inspections? Disons que déjà, il faut le dire, l'année de PES, on est quand même suivi par des conseillers pédagogiques ainsi que des maîtres formateurs. Donc on a de mémoire 5 visites. Donc on est quand même bien accompagné cette année-là. Et puis l'année, alors ça dépend peut-être certaines académies, mais sur notre académie, en tout cas nos circonscriptions, nous avons un accompagnement quand on est titulaire première année, titulaire deuxième année, et titulaire troisième année aussi. Et cette année, par exemple, moi je suis en titulaire deuxième année, donc j'ai 2 visites de conseillers pédagogiques qui viennent me voir 2 fois dans l'année sur mes postes de remplacement. Voilà. Donc on n'est pas non plus, il faut le dire, lâché comme ça dans une classe, c'est très important. On est accompagné, on est guidé. Et comme vous le dites, elles le disent très très bien toutes les deux, c'est que de toute façon, on ne peut pas tricher. Parce que l'ambiance et l'énergie qu'on met dans la classe se ressent instantanément. Et même si ce jour-là, vous avez des élèves qui ont décidé de provoquer, parce qu'ils sentent nos petites tensions, parce qu'on ne le vit pas non plus complètement de façon... On est stressé, on ne va pas se mentir. On n'est pas tout à fait serein, même si on est travailleur, qu'on donne tout, qu'on prend du recul, qu'on analyse ces séances, etc. Il n'empêche qu'on est stressé, parce qu'on veut toujours faire au mieux. Mais les enfants ne mentent pas, eux sont dans une sincérité absolue, et du coup, c'est le reflet instantané, je pense, d'une inspection, c'est de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui match entre l'enseignant et ses élèves,
et comment on a une posture physique et comment on communique avec eux, des fois que par le regard, des fois par la gestuelle. Voilà, et ça, je pense que les inspecteurs, les conseillers pédagogiques et les maîtres formateurs sont très sensibles à cela. Donc, on peut aussi rajouter la partie honnêteté, authenticité dans les qualités d'un enseignant. Bien sûr, bien sûr. Moi, je comprends, pour avoir été inspectrice, je savais très bien que quand je rentrais dans une classe, la personne, la plupart, elle aurait préféré que je sois ailleurs. Mais, j'ai été enseignante, donc j'ai été inspectée. Ouais. Donc, je me souviens que c'est le premier quart d'heure qui est difficile. Mais au bout d'un quart d'heure, les enfants, si vous n'êtes pas avec eux, si vous n'êtes pas authentique, c'est là qu'ils se demandent un peu ce qui se passe. Donc c'est vraiment le premier quart d'heure. Et au bout du premier quart d'heure, oui, je dirais, il faut être authentique, honnête avec soi-même, humble aussi. Alors humble parce que c'est un métier, on n'est jamais parfait dans ce métier. Ça aussi, il faut le dire. Ouais, c'est pas un métier de perfection. C'est un métier où on fait du mieux qu'on peut. Et on gère l'improvisation à longueur de temps. Et ce qui est difficile, mais ce qui est absolument, à mon avis, indispensable, c'est de rentrer le soir chez soi. D'abord de se dire qu'est-ce que j'ai bien fait. Parce que sinon, on se dit qu'est-ce que j'ai raté. Ouais. Et ça, c'est pas ce qui fait avancer. C'est d'abord de se dire qu'est-ce que j'ai réussi. Et après, c'est avec humilité, ça, j'aurais pu faire autrement. Et ça, je ferai autrement. Donc, je pense que l'humilité aussi, ça fait partie du métier. Ce qui est parfois un défaut chez les jeunes enseignants, chez les stagiaires, c'est d'être perfectionniste. Oui. Parce que être perfectionniste, c'est aller au-delà de ce qu'on demande et c'est se mettre parfois en danger. Ou alors c'est vouloir absolument faire ce qu'on avait prévu sans regarder l'enfant et sans s'adapter à l'enfant. Donc voilà. Donc il y a de la remise en question, mais il y a aussi quand même un peu d'humanité, savoir être lucide aussi sur la situation. Et puis l'année de titularisation, on est là pour apprendre aussi de toute façon. Oui. Et être capable de se distancier, je crois qu'en début de carrière, c'est ce qui est le plus dur. C'est que tout le monde est centré sur sa fiche de préparation, ce que j'ai fait, etc. On voudrait tellement que ce qu'on a préparé, ça se passe exactement comme ça. Et ça ne se passe jamais comme ça. Parce que les enfants, c'est vivant, ça réagit, ça a des peines. Et comment, à un moment donné, ne pas arrêter un cours lorsqu'un enfant a un problème. Voilà, donc c'est un métier d'adaptation. Ouais, si vous me demandez une autre qualité, c'est l'adaptabilité. Ouais. Je crois que c'est très important. Ouais, ouais. Et du coup, ça fait un peu le parallèle, le lien avec une autre qualité, je pense qu'on retrouve souvent chez les enseignants, c'est surtout en primaire, c'est la polyvalence. Être capable d'enseigner à des âges totalement différents. Donc on parle de petites sections maternelles 3 ans jusqu'au CM2, donc à peu près 10-11 ans. Ça, c'est aussi quelque chose de costaud quand même. Il faut pouvoir arriver à le ressortir, ça. Surtout, on va parler après de la fréquence à laquelle on change de niveau dans une carrière, mais au début, on est souvent sur des niveaux différents. Comme ça, vous étiez préparée, vous, Stéphanie, à autant de changements? Alors, parce qu'on sait que le niveau au concours exigé, notamment en français et mathématiques, c'est fin collège. Oui. Et après, il faut quand même avoir ce panel de niveaux à gérer. Ça, c'était une inquiétude, vous avez réussi à le gérer? Alors, une inquiétude, pas vraiment une inquiétude, parce que comme j'ai eu la chance de côtoyer des enseignants avant avec qui j'ai pu beaucoup communiquer sur le sujet, donc ils m'ont quand même bien rassurée, accompagnée. Après, ça a été une chance pour moi, mais pour des personnes qui n'auraient pas d'enseignants dans leur entourage, etc., je pense que vraiment, en fait, c'est l'adaptabilité et très vite quand même, si on est à l'écoute, si on est ouvert d'esprit et qu'on analyse la classe, qu'on ait des élèves de toute façon, on va modifier notre posture, on va modifier le son de notre voix, on va avoir, on va de toute façon devenir, on est un peu des comédiens de théâtre, un petit peu, on joue des rôles et on s'adapte. Vous avez un public qui peut être différent. Absolument, donc on ne va pas s'adresser à des enfants de 3 ans. Alors je ne dis pas qu'on est en train de leur parler en langage bébé, on leur parle ce sont des enfants que l'on respecte et que l'on amène à évoluer et à grandir. Donc on les respecte comme des personnes en part entière. Mais en tout cas, on va adapter notre façon de communiquer, de s'abaisser physiquement aussi pour pouvoir les regarder dans les yeux. Tout ça, c'est des postures qu'on va adopter presque naturellement parce que même eux vous guident à modifier la posture. Donc c'est ça, c'est être à l'écoute. Et en étant dans cette écoute-là,
on va adopter une posture différente avec des élèves qui sont préadolescents, parce que 10-11 ans, c'est une génération de préadolescents. Et du coup, notre posture se modifie et se module en fonction aussi même de la classe, de sa disposition. J'ai envie de dire, il faut s'écouter et se faire confiance. Laisser un peu le naturel prendre le dessus, peut-être l'instinct. Oui, parce que quand on s'écoute, et des fois, comme vous dites, quand on veut cette trop perfection, surtout les premières années, et bien des fois, si on avait écouté notre naturel, j'ai un souvenir d'une visite où j'ai bloqué sur quelque chose qui n'était pas prévu dans ma fiche de séance. Et en fait, si je m'étais écoutée, en fait, j'avais la bonne réponse, j'avais la bonne attitude, mais j'ai voulu quand même continuer, m'entêter dans ce que j'avais prévu, et ça a raté. Et clairement, en pleine visite, ça a raté. Et donc là, il faut réagir. Et en fait, c'était ce moment-là où j'ai compris. Ça m'a vraiment servi de leçon. Il y avait quelque chose qui me disait, une petite voix qui disait non, arrête-toi, reprends 2 minutes de temps. Les enfants, ils ont aussi de la patience. Et de dire, je me recentre. Je me recentre et je repars. Je fais ce qui me semble être juste. Voilà, donc il faut écouter les élèves. Et toi, Nelly, comment tu t'es formée du coup à ce dispositif moins de 3 ans? Parce que ça, on n'est pas forcément formé en tant que jeune enseignant. Alors, on est accompagné par les conseillers pédagogiques et également on est mis en relation avec les professeurs des écoles qui ont ce dispositif moins de 3 ans. Donc, il y a beaucoup d'interactions entre collègues et voilà, pour pouvoir progresser et pour au départ, effectivement, prendre un peu ses marques et savoir comment s'organiser. Après, il y a les inspections aussi qui nous aident quand même, puisqu'on a on nous donne des possibilités à mettre en place telle ou telle chose dans les espaces ou dans les jeux, pour pouvoir progresser. Et après, c'est surtout, je pense, avec l'expérience, avec le retour des enfants. Voilà, on apprend beaucoup avec le retour des enfants à se dire, je vais plutôt faire ce mode, on va dire, d'enseignement où je vais plutôt privilégier des temps très courts, par exemple, pour les enfants de moins de 3 ans. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, au fur et à mesure et avec l'expérience, on apprend, je pense, aussi à lâcher prise. Mais voilà, ce que disait Stéphanie, quand on sent que ça ne suit pas ou on arrête. Je pense qu'on arrête, on fait ça différemment et on s'adapte en fonction des enfants. Et du coup, vous, Pascal, qui formez aussi des stagiaires à passer le concours, comment est-ce que vous les préparez à ça, aux différents niveaux qu'ils vont devoir prendre en main la posture, peut-être qu'elle s'apprend sur le terrain aussi, mais tout ça, c'est des appréhensions peut-être qu'il faut arriver à balayer. Je ne sais pas si on les forme vraiment à ça, soyons clairs. On les forme, on pourrait les former si on leur demandait effectivement de préparer une séance et de l'adapter à tous les niveaux. Après, on a parlé des qualités d'un enseignant. Là, par contre, les qualités, elles sont complètement transversales. Qu'on ait des petits ou qu'on ait des CM2. L'écoute des enfants. Alors, on est bien d'accord, le travail, il y en a. On ne va pas se mentir, je vous ai parlé de la polyvalence. La polyvalence, c'est difficile parce que enseigner toutes les matières, au départ, même quand on a préparé un concours et qu'on a le concours, c'est pas pour ça qu'arriver dans une classe de CM2, on va être au top pour faire une séance d'histoire, une séance d'orthographe, une séance Donc déjà, on y reviendra peut-être tout à l'heure, il y a quand même des outils, c'est important de les utiliser. Voilà, il faut déjà avoir cette humilité, de se dire on ne crée pas au départ, on utilise des outils. Et puis après, c'est vraiment l'écoute des élèves, c'est le travail avec les collègues. Il faut, je crois, dans ce métier, leur dire qu'un enseignant, c'est pas tout seul, il a des outils, il a des collègues, il a le regard des enfants, et il doit aussi accepter, je crois qu'un enseignant, pour à un moment donné se sentir solide, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure, pour prendre n'importe quelle classe, allez, c'est 3 ans, 5 ans, c'est en tout cas pas la première année. Voilà, il faut être clair. Il faut avoir cette humilité de se dire, cette année, je prends la maternelle par exemple, puisque j'ai parlé des CM2, je prends la maternelle. La maternelle, rien qu'au niveau du langage et de l'apprentissage du langage, il faut bien 1 an
pour expérimenter des choses, parce qu'on est aussi là-dessus. On expérimente. Il y a la théorie, il y a la pratique, il y a l'apprentissage par rapport aux réactions des enfants. Donc c'est la première année, je vais vraiment travailler le langage. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire de mathématiques ni autre chose. Mais le langage, ça va être voilà, ce que je vais particulièrement approfondir. Et puis les autres matières, je vais me laisser un peu porter avec les livres du maître, avec les collègues, avec voilà. Et puis la deuxième année, je vais approfondir autre chose. Voilà, c'est un peu le discours que je peux leur tenir, parce que voilà, la polyvalence, c'est difficile. On ne peut pas non plus, soyons clairs aussi, on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Là, je prends un CM2, on ne peut pas être expert en histoire, en géographie, en sciences, en EPS. Donc, il y a par contre, je vais prendre l'EPS. Voilà, on a des professeurs des écoles qui sont experts en EPS. Ils font certainement un très bon travail. Et quelqu'un qui est moins expert, il peut quand même faire des choses très sympas en faisant des jeux, en utilisant des livres du maître, en faisant des choses peut-être moins sophistiquées, mais qui fonctionnent. Les enfants sont heureux, ça se passe bien, on progresse. Je crois qu'il y a vraiment ces deux aspects. Là où je peux approfondir, et là où je fais ce que je peux, et j'accepte de ne pas être au top, parce que de toute façon, c'est pas possible. Oui, donc la lucidité quand même aussi sur... Il y a la lucidité, après forcément il y a le travail, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. C'est un métier de travail. On prépare, et si on ne prépare pas, ça ne marche pas. Voilà, qu'on soit clair. Et c'est le juste milieu entre le travail, la vie personnelle, et j'insiste beaucoup là-dessus, les enseignants qui s'épuisent ne sont pas des bons enseignants. Il faut vraiment cet équilibre. Il faut des temps pour soi, il faut des temps de travail, voilà, parce que c'est quand même un métier fatigant. C'est cet équilibre qui fait qu'à un moment donné, les personnes, elles vont progresser. Je crois que quand on démarre, allez, on se donne 4 ans, 5 ans pour se dire, au bout de 5 ans, j'aurai un bagage quand même un peu solide. Et entre-temps, je ferai des très bonnes choses. Puis des choses, je serai moins contente. Mais voilà, au bout de 15 ans de carrière, on a encore des choses à apprendre. Oui. Toi, Nelly, du coup, après 7 ans d'enseignement, t'es rodée maintenant pour ton niveau. Est-ce que tu revois régulièrement tes séquences, ta préparation, ton quotidien? T'es plus à l'aise quand même, mais à la fois tu continues d'évoluer, j'imagine. Oui, je suis beaucoup plus à l'aise. Ça c'est sûr. En plus, ça fait donc là c'est ma 5e année dans le même niveau. Après, je me remets souvent en question. Je recrée des outils. Il y a des outils que je modifie en fonction justement à chaque fois. Et puis en plus, chaque année, je change donc de promo entre guillemets d'élèves. Donc je m'adapte en plus aux élèves que j'ai et voilà. Et j'essaie de vraiment différencier en fonction de chaque élève pour aider. On a des questions sur la différenciation. On a des questions et on y reviendra à la fin aussi. Mais il y a beaucoup de questions à ce sujet. Et vous, du coup, Stéphanie, en 2 ans, pour avoir une idée, vous avez vu combien de niveaux? Vous avez enseigné dans combien de niveaux différents? Quasiment tous. Quasiment tous. Donc c'est formateur, Pascal. Et oui, en étant en remplacement, c'est aussi ce qui peut être formateur pour commencer, c'est qu'on voit un petit peu tous les niveaux. Alors des fois un peu rapidement, parce que ça va dépendre du temps de remplacement, mais on va remplacer effectivement de la petite section jusqu'au CM2. Donc là, mon poste en particulier demande une très forte adaptabilité. Ce qui est très formateur et aussi du coup, on assume très vite le fait que la journée ne sera pas forcément parfaite. Parce que là, on arrive dans des fois une école qu'on ne connaît pas du tout, dans un niveau des fois qu'on découvre à l'arrivée dans l'école. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, il faut très vite s'emparer des outils de la classe, vite regarder les affichages essentiels, etc., pour prendre la température et pour pouvoir faire une journée au maximum sereine et avancer avec les élèves, etc. Donc oui, j'ai fait de la petite section jusqu'au CM2, en particulier cette année. L'année dernière, j'étais sur un long remplacement en CM1, donc j'ai fait du cycle 3, mais cette année, pour l'instant, j'ai fait quasiment tous les niveaux. Et Pascal, vous recommencez. Comment ça se passe dans une carrière? Un enseignant, il va changer combien de fois à peu près de niveau? Est-ce qu'il y a des recommandations Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur du domicile, de sa vie personnelle, et elle est à prendre en compte. Après, moi, je suis la première à engager les enseignants à changer de niveau. Parce que
Bah, par exemple, c'est incontournable de passer par l'école maternelle pour savoir ce que c'est que la pédagogie. Parce que la pédagogie en maternelle, si elle n'y est pas, ça passe pas. Voilà. Donc, c'est une école formatrice extraordinaire. Mais quand on a fait du CM2, on comprend aussi ce qui devait être mis en place avant. Je prends les deux extrêmes, bien sûr. Hein. C'est comme si on prenait CP, grande section. Mais donc, le fait de changer et de voir l'évolution d'un enfant à différents niveaux, ça nous permet d'apprendre le métier. Et ça permet à chaque fois de progresser soi-même. Voilà. Après, combien de fois dans la carrière, je répète, moi, quand j'ai les stagiaires au départ, je leur dis, si vous pouvez, ne restez pas plus de 2-3 ans dans un niveau. 2-3 ans parce qu'il faut approfondir. J'entendais Nelly tout à l'heure. C'est vrai qu'on a envie d'approfondir, on a envie. Et c'est vrai qu'au bout de 3 ans, ça roule et c'est quand même une grande satisfaction. Bon, je crois qu'il faut partir au moment où ça roule de trop, si je peux m'exprimer. Oui. En étant toujours en fonction de sa vie personnelle. Mais parce que il faut savoir se remettre un peu en danger pour progresser dans sa carrière. Alors après, il y a aussi une autre chose, juste une chose, c'est que si à un moment donné, on veut monter dans la carrière, et devenir conseiller pédagogique, inspecteur, etc., là, il faut avoir fait plusieurs niveaux. Il faut avoir cet éventail de vision. On ne peut pas, à un moment donné, alors certainement c'est arrivé, mais avoir fait qu'un niveau et du jour au lendemain se retrouver à un poste où on aura un regard sur toutes les classes. Donc c'est à la fois formateur, c'est à la fois enrichissant. Ça évite de ronronner, même si je suis d'accord, on ne ronronne pas, mais ça évite à un moment donné, ça nous oblige à se remettre un peu en question. Et pour des personnes qui, à long terme, veulent avoir une évolution professionnelle, il faut avoir vu différents niveaux. Il faut s'y confronter, comprendre comprendre en fait le but des enseignements à chaque étape. Par exemple, suivre les élèves, ça c'est extraordinaire. Ouais. Quand on a la possibilité de suivre ses élèves, on se rend compte que c'est soi-même qui avons fait les séances et ils ne le savent pas, donc on ne peut pas dire que c'est la collègue qui a fait son travail. Ça permet, vous voyez, de se resituer un peu. Et puis ça, c'est vraiment passionnant. Moi, je souhaite que les enseignants puissent avoir l'opportunité de suivre leurs élèves. Alors, il ne faut pas non plus 15 ans, on est d'accord. Mais sur 2 ans, ça me paraît tout à fait intéressant. Oui. Et vous parlez de l'évolution dans la carrière professionnelle d'un enseignant. C'est quoi, du coup, l'évolution? Quand on est titulaire, qu'est-ce qui peut se passer après? Comment est-ce qu'on peut évoluer? Alors, il y a plusieurs possibilités. Hein. En fait, il y a deux grandes branches, et puis vous compléterez si j'oublie quelque chose. Il y a la branche qui va être formation, donc tout ce qui va être le diplôme de formateur, et donc conseiller pédagogique ou formateur, et puis ensuite, pourquoi pas, inspecteur, et on peut encore monter, on peut même avoir des ponts avec le secondaire, parce qu'il y a aussi des enseignants qui changent. Et de l'autre côté, il y aurait la branche spécialisation du handicap, où là, on va être sur plutôt les métiers autour de la grande difficulté scolaire, que ce soit les maîtres G, les maîtres E, psychologues, ou alors effectivement tous les postes attribués à des classes spécifiques. Et puis il y a des personnes qui continuent à monter et qui vont encore directeur des réa, directeur de... Voilà. Il me semble, si je n'ai rien oublié, qu'on a ces deux branches, la branche formation ou la branche spécialité handicap. D'accord. Ok. Donc une évolution possible aussi pour des personnes qui voudraient justement sortir de leur zone de confort et voir autre chose que l'enseignement. Bien sûr, et ça c'est un choix personnel. Hein. Oui. Du coup, pour rentrer concrètement dans les métiers, alors apparemment, si on l'a bien compris, il n'y a pas de journée type parce qu'il n'y a pas vraiment de routine, il y a beaucoup d'imprévus. Mais peut-être pour qu'on comprenne bien, est-ce qu'on peut essayer d'avoir au moins le déroulé d'une journée, sans dire qu'elle soit type? Comment est-ce qu'une journée pourrait se dérouler pour toi, Amélie, avec les mini, avec les moins de 3 ans? Est-ce qu'elle pourrait se dérouler? Voilà, comment sur ta papier elle est faite? Comment est-ce qu'elle pourrait se dérouler? Il y a un temps d'accueil qui est assez important et je le privilégie vraiment parce que les enfants arrivent avec ce qu'ils ont vécu à la maison ou des matins un peu compliqués pour la séparation avec les parents. Ils sont tout petits. Donc je prends un temps pour leur parler, pour échanger, pour qu'ils prennent le temps aussi de rentrer dans la classe, dire bonjour aux copains, aux copines. Voilà. On est vraiment dans une bulle, un petit peu un cocon réconfortante. Réconfort. Oui, il y a beaucoup de réconfort aussi pour des enfants qui ont du mal, ou qui ont un petit chagrin. Donc on prend vraiment le temps de les accueillir. Ensuite, il y a un petit temps où on est tous ensemble, c'est un moment collectif. Donc c'est vrai que pour leur âge déjà c'est un critère de réussite, on va dire, puisqu'ils partagent un moment,
Ils sont assis, on est ensemble, donc on fait une petite collation. Donc toujours on va travailler le langage puisqu'on est sur les fruits ou on est sur voilà, des petites collations. Donc on est toujours sur le langage, on travaille le langage. Oui, il y a l'apprentissage derrière ça, Oui. chaque atelier de la journée. Même à l'accueil, enfin il y a un apprentissage il y a quelque au chose niveau du derrière. langage, il y a toujours un objectif, Ouais. même si pour eux c'est que des temps, voilà, par exemple le matin d'adaptation, ben, nous derrière enseignants on sait qu'il y a un objectif précis. Mhm. Ensuite, il y a des temps de comptine et de jeux de doigts qu'on partage ensemble, un moment de motricité. Et ensuite, quand on revient, on est sur des petits ateliers ou des jeux libres, avec également des espaces qui sont aménagés pour les enfants. Et voilà, on est sur vraiment des temps individuels, des temps collectifs, jamais sur des temps, on va dire, de travail très importants pour les enfants. C'est des temps courts. Très courts. Ouais, c'est quoi à peu près? Chez donc, des enfants de moins de 3 ans, on est sur 5-10 minutes. Oui, donc il faut vraiment multiplier les On activités. multiplie les activités. Parfois, on ne fait pas du tout ce qui était prévu, puis on modifie en fonction justement des besoins de l'enfant qui est en face de nous et on va réadapter l'activité en fonction justement, lui, de ses besoins. Et, Donc on revient sur la créativité, on en parlait tout à l'heure, là c'est vraiment... et la réactivité aussi, je crois. Ouais, et la réactivité. C'est important parce qu'il faut que ça se passe, il faut saisir ce moment justement si l'enfant est en train de faire des progrès, on l'encourage et justement on se saisit de ce moment, c'était peut-être pas forcément ce qui était prévu. Et puis après, voilà, il y a un petit temps de récréation, Oui. et on se regroupe et la journée, la matinée est très vite passée. Et parce que c'est sur des demi-journées. Alors, il y a aussi l'après-midi, ils sont présents à l'école aussi avec un temps de repos. Oui. Et ensuite, on est sur des petits ateliers de langage ou actuellement des petits jeux de société. D'accord. On Ah ouais, joue à des déjà. jeux de société. D'accord. Et tu es aidée dans ta classe, toi tu as une ATSEM? Oui, Ouais. une ATSEM qui est là durant tout le temps de classe. Ça c'est indispensable pour vous. Pour vous les enseignants. Je pense que oui, c'est... Oui, Oui. Pour Et vous, Stéphanie, du coup, peut-être pour prendre l'exemple de votre classe l'année dernière, c'était le CM1, Oui. c'est ça? Alors c'est vraiment presque à l'opposé. Comment ça peut se passer une journée Eh pour bien, finalement, il y a une trame qui est commune à toutes les classes. Il y a ce temps d'accueil, ce rituel que l'on met en place en démarrage de classe, de journée, qui est très important, que l'on ait 3 ans ou que l'on en ait 10. On a besoin de rentrer dans cette bulle où on va être à l'aise, détendu et prêt pour les apprentissages. Donc ça, c'est, je pense, le point d'honneur essentiel à un démarrage de classe, c'est ça. C'est-à-dire arriver à avoir quelque chose de routinier qui paraîtrait un peu automatisme, mais qui permet à l'enfant de rentrer dans son métier d'élève et nous aussi de rentrer dans l'ambiance de classe, d'avoir le temps de peut-être, parce qu'avec les semaines qui passent, on commence à les connaître et on sent si on a un de nos élèves qui n'est pas enclin, etc. Donc ça nous permet aussi, nous, de faire le tour, de s'approcher, de prendre un peu discuter, la température, prendre la température et se dire aujourd'hui peut-être que certaines choses vont être plus compliquées que d'autres et de très vite se dire, d'adapter, de dire bon peut-être qu'on va temporiser un peu plus rapidement les activités. J'avais prévu cette séance d'apprentissage un peu lourde. Je sens qu'aujourd'hui, ça passera peut-être pas. Je vais la décaler à demain. Aujourd'hui, on va faire du réinvestissement. On va trouver des jeux. On va recréer une émulation parce que ça arrive des fois. On est moins bien. Certains jours, les enfants, ils ont leur moment. Voilà. Mais le rituel dans toutes les classes, c'est très très important. Qu'on ait 3 ans ou 10 ans, je trouve que c'est un démarrage essentiel et c'est aussi très bon pour nous enseignants. Ça nous permet de nous repositionner et de démarrer la journée avec eux. Voilà. D'accord. Ouais, donc il y a quand même un parallèle qui se fait et qu'on retrouve un fil rouge. Et vous, Pascal, pour le côté plus institutionnel, comment justement est-ce qu'on prépare sa classe? Comment est-ce que ça se passe? Comment peut-être essayer de schématiser un petit peu pour les personnes qui découvrent le métier aujourd'hui, mais est-ce qu'on parlait de support tout à l'heure? Est-ce qu'on a des fiches prêtes? Comment on prépare sa séquence? Alors, moi je dis toujours que les enseignants doivent, la première chose qu'on doit faire quand on débute ce métier, c'est d'avoir ses outils. Donc il faut qu'on ait des livres du maître. Ça me semble indispensable. Quand je parlais de créativité tout à l'heure, c'est créer à partir de choses quand même dont les trames sont déjà proposées. On ne peut pas réinventer des démarches. Et puis ça demande un temps fou. Je vais prendre un exemple. Par exemple, en CP, j'allais dire pour faire une méthode d'apprentissage de la lecture, et je suis bien placée
pour le dire, on met des mois et des mois pour prendre en considération tout ce qui doit être mis dans l'apprentissage de la lecture. Alors, ce n'est pas le soir, quand on prépare sa séance d'apprentissage, qu'on peut le faire. Donc, il faut avoir des livres du maître. Après, il y a des sites institutionnels. Donc, ce qu'on propose aussi et ce qu'on rappelle, c'est qu'on ne peut pas passer des heures à regarder sur tous les sites qui existent. D'abord parce qu'il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons. Et puis parce que les sites institutionnels, ils ne sont pas si mauvais que ça quand même. Hein. Donc, il y a le site EduScol, qui est une grande toile d'araignée, mais quand même, quand on comprend comment ça marche, on peut aller chercher ce qu'on veut. Il y a les sites académiques. Et puis, si je ne m'abuse, il y a aussi la Fabrique Fort Prof. Oui. Et donc, il est très important que l'enseignant, il ait, son matériel pour gagner du temps, pour être plus efficace, pour préparer sa classe, pour être sûr aussi qu'il va mettre en place des démarches qui sont validées. Voilà. Et puis, juste pour être, comment on prépare sa classe, on fait son cahier journal tous les matins, ou le soir, enfin peu importe, ça c'est une organisation. Tous les jours, on écrit reporter. Donc, ça veut dire qu'on passe 2 jours à préparer toute sa semaine. On en a à peu près pour 15 jours derrière. Mais voilà. Ça, c'est du vécu. Mais au moins, on anticipe. Et dernière chose, je dis aussi aux stagiaires, quand vous avez préparé votre séance, fermez les yeux, théâtralisez dans votre tête, vous êtes dans la classe, parce que maintenant, vous allez anticiper tout ce qui peut se passer. Et là, que vous n'avez pas mis sur le papier. Donc, visualisez. Que vont faire vos élèves, hein? Vous allez leur demander de ranger des nombres sur la table, ils vont tous ranger les affaires dans la case, par exemple. Il y a des choses comme ça, c'est l'anticipation. Donc, c'est préparer avec des outils, préparer son cahier journal, et ensuite, c'est faire le film dans la tête. Pour se dire, est-ce que j'ai pensé à tout? Voilà. Ok, donc ça, c'est la théorie. Oui. Et en pratique, alors vous, Nelly et Stéphanie, comment ça se passe? On écrit reporter, hein, on confirme. On écrit reporter, et oui, il y a toujours le cahier journal pour ne pas perdre non plus les objectifs et pour effectivement savoir où on va amener nos élèves. Après, oui, dans la pratique, moi personnellement, mais je pense qu'on s'adapte en fonction des élèves toujours. Donc effectivement, on peut un petit peu gribouiller notre cahier journal. Parce que le cahier journal, c'est votre livre de suivi, pour que tout le monde comprenne, c'est un livre de suivi de votre classe. C'est en fait, on va considérer ça, en fait, c'est sûr, alors ça aide aussi à avoir un rythme, hein. Ça c'est très important parce que, vous imaginez, même nous adultes, faire 3 heures de géographie, non, voyez-vous. Donc en fait, ça nous permet aussi de rythmer notre journée, d'apporter du dynamisme, de changer d'apprentissage, d'outils, parce que du coup, on a une visibilité sur notre journée, sur les outils sur lesquels on va travailler, est-ce qu'on va être sur de la manipulation, etc., en recherche, tout ça c'est important, parce qu'il faut vraiment, sur une journée, qu'il soit passé un petit peu par tous les outils, parce que sinon on crée de l'ennui, les élèves se fatiguent, se dissipent, et c'est l'ouverture à la complication. Donc du coup, ce cahier journal, il nous permet aussi de savoir si on a une dynamique sur la journée qui va correspondre, et puis il doit être gribouillé. Moi, on m'a toujours dit, s'il n'y a pas de rature sur ton cahier journal, ce n'est pas un cahier journal. Donc on le prépare en amont. Il est vivant aussi, ce cahier journal. Oui, il est vivant et il est le reflet de la classe, c'est-à-dire que, je vais donner un exemple, l'année dernière par exemple, il y a une période où j'ai eu 8 élèves de malades. Donc j'avais prévu une semaine avec certains apprentissages, 8 élèves sur une classe de 26, eh bien on stoppe tout. On ne peut pas démarrer les apprentissages avec 8 absents. Donc ce cahier journal qui m'a peut-être demandé 2 jours de préparation, eh bien j'ai attendu que tout le monde revienne, ou quasiment la totalité de la classe, pour pouvoir redémarrer. Donc je suis revenue sur des réinvestissements, des exercices, on a travaillé. Et au fur et à mesure de la journée, vous modifiez dessus. Donc c'est très important, puis ça vous permet de suivre. Parce qu'il y a des journées qui passent tellement vite que des fois on va oublier ce que l'on a fait. C'est ça. C'est tout bête. Ou par exemple on attaque une séance et puis en fait il y a un collègue qui, maintenant avec le protocole, mais je parle avant le protocole, qui vient toquer parce que les élèves viennent remettre une lettre pour leur musée, etc. Donc ça va casser la séance. Donc nous il faut qu'on puisse noter qu'on s'est arrêté là pour pouvoir reprendre le fil, parce que des fois on perd le fil aussi.
Et c'est vraiment un guide au quotidien. C'est le fil rouge. D'accord. Pour moi, je le vois comme un fil rouge. Et vous, en tant qu'inspectrice, c'est quelque chose que vous allez regarder, le cahier journal? Alors, il y a des documents qui sont institutionnellement obligatoires et il y en a d'autres qui le sont moins. Le cahier journal doit être obligatoire. Donc, un enseignant doit avoir son cahier journal pour l'inspecteur, mais pas que pour l'inspecteur. Il doit avoir son cahier journal pour que s'il est remplacé, la personne qui arrive sache où en sont les élèves et qu'il puisse être dans la continuité des apprentissages. Donc ça, c'est un document absolument indispensable. Les autres documents qui sont institutionnellement obligatoires sont les progressions-programmation. Et là, c'est pareil. Bien sûr que l'inspecteur le regarde. Enfin bon, l'inspecteur, il ne vient pas tous les jours. C'est surtout s'il y a un remplaçant, il doit savoir où en sont les élèves dans la progression et dans la programmation. Donc ce sont des outils parce qu'on n'oublie pas quand même que l'objectif, c'est l'apprentissage des élèves, la continuité des apprentissages pour les élèves et que toute l'institution doit s'organiser pour que ça se passe comme ça. Donc si quelqu'un arrive du jour au lendemain, ça continue. Et ben ça doit continuer et les élèves ne doivent pas avoir de rupture. Donc ce sont des documents obligatoires. C'est un métier très riche, au-delà de l'enseignement, il y a aussi vraiment toute une structure autour à Bien apprivoiser. Sûr. Bien sûr. Et du coup, quand on est jeune enseignant, entre le rythme, donc on parlait tout à l'heure de la vie perso, la vie professionnelle, l'année du coup en stage et à l'INSPE, ce rythme-là, comment on arrive à le gérer? Du coup, vous, Stéphanie, c'est encore un peu frais. Comment est-ce que l'année de préparation au concours, elle est intense? Elle est dure, on le sait. Mais l'année qui suit, elle est dure aussi. Elle est dure aussi. Elle est dure aussi, pas de la même manière. Quand on est en préparation de concours, on tombe dans une bulle on se modèle à se préparer au concours. C'est une chose. Là, d'un coup, on est à la fois étudiant et en classe, mais en classe aussi, on est stagiaire. Donc il y a toute cette articulation qui est assez complexe. Les premiers temps, oui, c'est un peu compliqué. Puis souvent, parce que pour avoir discuté avec plusieurs collègues, les visites, ce sont des grands moments d'angoisse et de stress. Mais très vite, il faut inverser la vapeur et se dire qu'en fait, heureusement qu'on a ces visites et ces accompagnements pour nous apprendre à avoir beaucoup plus de recul et à évoluer dans nos pratiques et à se confronter à l'échec. Parce que ça, c'est une réalité. On ne n'est pas parent, on ne n'est pas enseignant, on l'apprend chaque mois, à chaque déconvenu, à chaque moment magique, c'est ce qui nous modèle et c'est ce qui nous fait évoluer. Donc cette année-là, elle est intense aussi au niveau émotionnel, etc. Oui, c'est ça. C'est ça. Il se joue plein de choses. Et puis dans notre regard du métier, parce que des fois il est faussé, donc c'est bien qu'il y ait ce genre de live, parce que c'est une réalité aussi. Des fois on peut avoir un aspect on peut avoir des déconvenus, parce que c'est comme tous les métiers, on se projette sur des choses, on s'imagine, mais tant qu'on ne les a pas vécues physiquement, mentalement, il est difficile de se dire si on est fait ou pas pour ce métier. Et si, voilà. Donc cette année-là est très intense dans tous les sens du terme, mais fort enrichissante. Et c'est l'année où on sait si ça va être le métier de notre vie. En tout cas, oui, c'est le terrain, quoi. Ouais, c'est le terrain. Et toi, Nelly, tu aurais des conseils du coup pour arriver à que ce soit gérer son stress, gérer la fatigue, gérer le travail à fournir sur vraiment l'année où on prend sa classe en main, la première année en fait, où on est en stage en titularisation. Est-ce que toi tu te rappelles un peu? Vous le disiez tout à l'heure, je pense qu'il faut aussi trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et il ne faut pas rester, il faut pas non plus se donner corps et âme, parce que je pense que sinon on va s'y perdre, et même pour les enfants, c'est pas bénéfique. Il faut aussi prendre du recul, et c'est pas évident. C'est vraiment la première année où on veut être perfectionniste, on veut tout faire à fond, et on s'y perd. Et je pense qu'il faut vraiment prendre du recul, prendre du temps aussi pour soi, se poser et beaucoup aussi discuter, échanger si on a des problèmes, quand on rencontre des problèmes avec des parents, ou si on est en difficulté. Je pense que c'est important de communiquer avec l'équipe et de ne pas rester tout seul. Voilà. Donc la communication avec l'équipe, avec ses professeurs à l'INSPE, avec son binôme de classe, parce qu'on a un binôme de classe, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on peut en parler? Comment ça se passe en fait? C'est un professeur qui va prendre la moitié du temps en fait la classe en main, et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Oui.
En fait, on est à mi-temps donc sur une classe, ou des fois ça arrive que ce soit 2 classes, mais en général on est à mi-temps. Donc du coup, en général, il y a une répartition avant la rentrée des matières, parce que chacun va travailler sur certaines matières, puisqu'en mi-temps, on ne peut pas absorber tout le programme. Donc il y a un partage qui se fait. Et là, c'est très important, on l'avait déjà dit au moment, quand on avait parlé du concours, c'est la communication, ça reviendra constamment dans le métier. On n'est pas seul en fait. Et ça, c'est souvent ce qui peut poser problème aux étudiants qui démarrent, aux professeurs stagiaires, qui n'ont pas cette habitude de travailler en équipe. En fait, c'est le travail d'équipe qui fait réussir dans une classe, qui permet de progresser, de se remettre en question. On n'est pas seul, et surtout, il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas s'enfermer dans son stress, dans le fait qu'on ne se sente pas légitime parce que nous sommes juste stagiaires. Nous sommes là pour apprendre, et notre binôme, à ce moment-là, il va être notre premier accompagnant. Voilà, donc en général, ces personnes-là ont cette envie-là de partage. Donc en général, ça se passe souvent très très bien. Et ils nous guident. Ou alors, moi, j'ai des souvenirs d'être au téléphone avec mon binôme et de lui dire, là, je crois, est-ce que tu penses que ça peut fonctionner? Et de me dire, oui, ou alors non, là, je pense que tu vas te heurter à une difficulté. Donc, c'est très important, et de ne pas avoir honte de dire, au secours, là, je ne sais pas, je ne sais pas. Et puis aussi, il y a les autres collègues. Parce que quand on ouvre la porte de sa classe, il y a un couloir, et puis il y a d'autres portes, et puis il y a d'autres collègues, et puis il y a la pause entre midi et 2, qui permet de vider son sac quand on en a envie, et d'échanger, de dire, moi j'ai fait cette séance, et je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai... Parce que des fois, c'est pas facile de s'analyser. Oui, au début, surtout. Oui, au début, et puis des fois, on a l'impression, ou alors c'est d'autres collègues qui nous ont conseillé sur la séance qui a super bien fonctionné, on l'amène et on a senti que le soufflet est retombé, et puis en fait, c'est en discutant qu'on se rend compte qu'on a loupé l'essentiel. En fait, on a juste la petite phrase qu'il fallait, qui a fait que ça n'a pas pris. Donc c'est important de rester en contact avec toutes les personnes, toutes les équipes, communiquer, ne pas avoir peur. Et souvent, ça fait plaisir aux collègues un peu qui ont plus d'expérience de venir en aide, parce que des fois, ils se sont sentis, eux, à ce moment-là, dans cette difficulté de solitude. C'est ça. Donc non. C'est parce que Pascal, comment ça se passe une fois que les résultats du concours tombent, donc début juillet pour un format classique, comment ça se passe après, du coup, jusqu'à la rentrée? Alors, il y a plusieurs... ça dépend des académies aussi. Les organisations peuvent être différentes. Il y a l'accueil institutionnel. L'accueil institutionnel, ça peut être l'inspecteur d'académie et son équipe, c'est-à-dire l'UNIA normalement, qui peut aussi se présenter pour présenter le cadre institutionnel au niveau de l'académie. Et ensuite, ce sont les circonscriptions. C'est donc l'inspecteur de circonscription avec les conseillers pédagogiques qui vont recevoir les 10, 15 stagiaires qui vont être dans leurs écoles. Et là, ils vont présenter la circonscription, et les conseillers pédagogiques vont se positionner aussi pour prendre des rendez-vous, pour les fameux rendez-vous. Et aussi, alors il peut y avoir aussi des stages. Dans beaucoup d'académies, il y a parfois 2 jours de stage, où là, les conseillers pédagogiques travaillent avec les professeurs des écoles stagiaires, pour revoir un peu la préparation, etc. Un temps aussi où ils vont dans les écoles pour prendre la température et puis se préparer dans leur classe. Donc voilà, il y a quand même une formation et un accompagnement. Après, j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'un enseignant, il n'est pas seul dans sa classe. Il ne doit pas être seul. Il ne doit jamais rester seul face à un stress, face à une difficulté de discipline, face à un sentiment personnel, face par exemple à la misère qu'il peut avoir et qu'il peut prendre de plein fouet. Un enseignant, il doit tout de suite... Alors, il y a dans les équipes de circonscription les conseillers pédagogiques. Si on a des problèmes de posture d'autorité, on n'attend pas 3 mois et on n'attend pas les premières. Il y a une humilité, on sent tout de suite que ça ne va pas, on appelle à l'aide immédiatement. Les formateurs sont là pour ça. Avant d'évaluer, ils sont formateurs. Ils doivent venir vous donner les techniques, ils doivent venir vous aider. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut appeler avant que ça dégénère. Parce qu'une classe, on arrête avant et après, on ne peut plus. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut, quand on est dans une école, on ne va pas se mentir. Les écoles sont des microcosmes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens sympas et il y en a qui le sont moins. Soyons réalistes, d'accord? Alors, tant mieux si le binôme est sympa et si ça se passe bien et s'il y a vraiment une entraide.
Parfois, ce n'est pas la vérité, on ne va pas mentir non plus. Oui. Parfois, vous avez quelqu'un qui est en binôme et qui a une vie personnelle compliquée, qui n'est pas Pas disponible, forcément etc. Oui. Donc, on regarde dans l'école aussi, quel est l'enseignant avec qui on va avoir une affinité. Voilà. On ne va même pas parler de sympa ou pas sympa, c'est la personne qui est ouverte, qui va pouvoir vous aider. Et celle-là, on va aller la voir et on va créer ce lien dont on a absolument besoin, et je suis d'accord. Et après, il y a le directeur. Les directeurs sont très chargés. Et donc, il faut aussi faire très attention de ne pas non plus les envahir. Mais ce sont des personnes ressources extrêmement pertinentes, qui ont souvent et la plupart du temps l'expérience et qui sont là pour vous aider. Donc je crois qu'il faut, quand on est un enseignant et qu'on débute une carrière, on se dit qui peut m'aider, qui peut m'accompagner. Il y a les formateurs, il y a les maîtres formateurs, il y a le directeur, il y a des enseignants. On ne reste pas seul. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'humilité. Parce que l'humilité, c'est aussi de se dire je ne tiens pas la classe. Ouais. Et donc, ça veut dire que le lendemain, j'ai pas envie de rentrer dans la classe parce que c'est dur, une classe qui va pas bien. Et donc, c'est pas commencer à se dire ouais, je suis pas faite pour ce métier. Peut-être que c'est le cas. On va pas se mentir non plus, ça arrive. Mais peut-être que c'est tout simplement des techniques. Et c'est un métier qui s'apprend. Donc, si j'ai l'humilité de dire j'appelle au secours, on vient m'aider tout de suite et je peux résoudre mon problème. Et quant aux visites, ce sont effectivement, c'est un peu l'ambiguïté formation-évaluation. Mais dans le terme d'évaluation, c'est évaluer la progression. C'est pas évaluer la perfection. Et je crois que souvent, les jeunes stagiaires, on peut comprendre, voient l'arrivée du formateur comme il faut que tout soit nickel. Non, il faut que la préparation, elle soit faite. Il faut que le travail soit fait. Je vais faire des erreurs, je vais écouter le formateur, je vais analyser, pas me défendre. Il y a une confusion. On ne se défend pas, on analyse. Et puis on va progresser. Et voilà, si on démarre de très bas et qu'à la fin on arrive, c'est parfait. Oui. C'est parfait. Il y a quand même du coup du soutien à retrouver bien entre sûr. le moment où on apprend qu'on est lauréat, donc on est super content, il y a un peu d'euphorie, et rapidement aussi les premières angoisses qui arrivent, comment je vais faire? Parce qu'on a beaucoup de questions là-dessus et on va y venir bientôt. Comment est-ce que je fais en fait entre ma posture de candidat à lauréat et ma posture maintenant d'enseignante? Toi, Nelly, tu avais eu tes affectations rapidement une fois que tu avais eu tes... comment tu as préparé ta rentrée? Alors moi j'ai eu mais je suis un cas exceptionnel, je pense il y a eu un petit souci informatique. Donc j'ai su mon niveau de classe. C'est une réalité aussi, ça peut arriver. Oui, bien ça sûr. peut arriver. Oui, c'est Je l'ai su, je pense, quelques jours avant et j'ai survécu. Une équipe qui m'a accueillie et puis tout s'est très bien passé, même si c'était quelques jours avant et que l'angoisse était... Donc du coup, comme tu ne savais pas, tu avais préparé plusieurs séquences pour différents niveaux. Comment tu as fait? J'attendais vraiment. Et après, après c'est très, pour préparer vraiment tous les niveaux, ça aurait été. En tout cas, honnêtement, je ne l'ai pas fait. J'ai bien, on va dire étudier les programmes, mais c'était trop vague. Enfin, il y a tellement de niveaux. Donc le mieux, dans ce cas-là, c'est moi j'ai attendu. Si ça arrive, c'est d'attendre. Bon, après, bien sûr, il faut être logique. Ils ne peuvent pas préparer tous les niveaux en ne sachant pas quel niveau ils vont avoir. Vous savez, les suppléants, ils sont du jour au lendemain enseignants, et quand on est remplaçant, voilà. Donc on a parlé d'adaptabilité. Alors on a une petite sacoche dans laquelle on a quelques jeux. Allez, soyons clairs, on a quelques comptines, quelques jeux de maternelle au cas où. On a quelques exercices, voilà. Il faut avoir un petit bagage, des petites choses comme ça, c'est du jour au lendemain. Et puis après, le premier jour, on fait ce qu'on peut, et puis après on construit. Donc l'attente, parce que la vérité aussi, c'est que moi j'ai eu parfois des enseignants qui sont restés 15 jours dans ma circonscription avant d'avoir un niveau de classe, parce que le temps que les mesures de carte scolaire se fassent, il y a des mouvements et parfois ils sont mis sur les derniers postes. Mais voilà, aujourd'hui, franchement, il y a tous les outils pour aider, il y a des choses qui sont clés en main. Je ne dis pas qu'il faut faire toujours ça, mais il faut aller au plus rapide et au plus efficace. Il y a des solutions pour ça, on va pas rester bloqué là-dessus. Et vous, Stéphanie, par contre, vous avez pu avoir vos affectations rapidement? Alors, moi, je les ai eues assez rapidement, puisque on avait eu cette année-là les résultats relativement tôt, donc j'ai eu le vent de mon affectation, et du coup, je les ai eus 2 jours avant la fin des classes, donc ce qui m'a permis de contacter l'école et d'aller voir directement les collègues. Donc ça, c'était une grande chance. Donc on a pu se mettre d'accord et se répartir, parce que moi j'avais j'étais pas sur un mi-temps, j'avais
de cartons. J'avais 2 niveaux de classe. Et du coup, ça m'a permis de préparer. Pendant les vacances, j'ai pris le temps de préparer au moins les 2 premières semaines, puisqu'on n'y est qu'à mi-temps. Et puis après, avec le temps, en prenant la température de la classe, en me familiarisant avec les outils, parce que du coup, la maternelle, ça peut être très, très... c'est ce qui est aussi ce que j'apprécie beaucoup en maternelle, c'est qu'il y a énormément d'outils de manipulation. Donc on peut pas, j'avais pris un peu des photos avec mon téléphone pour savoir quels outils j'allais pouvoir utiliser dans certaines séances. Mais avec le temps, après, on se familiarise aussi avec les outils de la classe. Et du coup, on modèle au fur et à mesure notre travail. Mais moi, j'ai eu cette chance-là, contrairement à Amélie. C'est ça, c'est vraiment 2 cas différents, opposés, mais finalement, dans les 2 cas, ça se fait. Vous avez le luxe d'avoir de savoir à l'avance, mais en fait, ça se fait. Et ça se fait. Et ça se fait très bien. Il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le métier, c'est vraiment passionnant, mais on va quand même passer aux questions parce qu'il y en a beaucoup. Et finalement, on va répondre à pas mal d'interrogations. On va attaquer sur des questions qu'on avait déjà sélectionnées. On en a pas mal. Et je pense qu'il y en a déjà qui sont tombées en commentaire aussi. Alors, on a Margot qui nous posait une question. Elle nous dit: je travaille actuellement en REP et nous avons énormément de gros problèmes sociaux et une grosse pression psychologique. Comment faire abstraction de ces problèmes une fois à la maison? On a un peu parlé tout à l'heure, sa vie perso. Alors, bon, moi, j'ai été enseignante pendant plusieurs années en REP. Donc, je comprends parfaitement qu'à un moment donné, la misère sociale peut vous atteindre. Et je dirais 2 choses. La première, on n'est jamais seul, mais il ne faut pas rester seul non plus avec ces émotions qui sont parfois très difficiles, parce que voir des enfants souffrir, être témoin de difficultés sociales difficiles, ça peut vous miner. Alors, il y a un travail sur soi à faire. C'est comme un médecin, c'est comme une infirmière. Si à un moment donné, vous ne faites pas ce travail, c'est-à-dire si vous ne rentrez pas de manière imagée, posez le cartable en vous disant: j'ai ma vie de famille, j'ai ma vie personnelle, il faut que je fasse attention à moi, parce qu'on disait à Nelly, si à un moment donné, moi je sombre, je ne peux pas être efficace vis-à-vis des élèves. Si je suis capable de faire ça, alors il n'y a pas de problème. Si à un moment donné, je ne suis plus capable de le faire, parce que moi-même je peux être ébranlée, là aussi, humilité, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien, il y a des cellules d'écoute. Il y a des psychologues, il faut se faire accompagner, c'est évident. Et puis si vraiment on ne va pas bien, et moi je l'ai fait, je suis restée 5-6 ans dans une école très dure, et la dernière année j'avais des CP, et à un moment donné je ne pouvais pas rentrer chez moi sans oublier mes élèves, c'était trop dur. J'ai terminé l'année et j'ai changé d'école, en disant au bout d'un moment, je ne peux plus, ça m'affecte trop, quitte à revenir, il faut partir pour revenir, il faut se protéger. Voilà. Donc, chacun doit faire un peu cette analyse. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais pas bien? Où j'en suis? Nelly, toi, tu le vis au quotidien, tu enseignes en REP. Tu arrives à gérer ça? Alors, c'est parfois difficile, c'est ce que disait Pascal, on a des situations parfois compliquées à gérer. Après, on en parle énormément. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe très soudée. On est très soudés, et je pense qu'encore plus, peut-être en REP+, avec les REP, avec les situations que l'on vit au quotidien. Et on en parle énormément, et c'est vrai qu'en arrivant à la maison, on essaye, même si parfois c'est compliqué, de se préserver aussi, parce que le lendemain, de toute façon, il faut être là, il faut être présent, et puis il faut essayer d'avancer. Et ce sont un peu des éponges aussi, les enfants, donc je pense qu'ils ressentent... si on est angoissé aussi, je pense qu'il faut bien faire la part des choses et prendre du recul sur les situations. Ok, merci. On a Rezika qui nous demande quels peuvent être du coup les aspects les plus compliqués du métier à gérer. Alors c'est peut-être du point des aspects compliqués à gérer. Moi, il faut peut-être leur demander, elles sont dans la classe actuellement. Je verrais effectivement la misère sociale, c'est sûr, la misère et toutes les drames qu'il peut y avoir. Et puis la deuxième difficulté, c'est les enfants hautement perturbateurs qui vous déstabilisent, qui font que vous ne pouvez absolument pas enseigner ce que vous aviez prévu. Et je n'aime pas parler d'enfants handicapés, parce que ce ne sont pas les enfants handicapés qui posent problème aujourd'hui. Il y a énormément d'enfants handicapés qui ne posent aucun problème. Et quand on parle des enfants hautement perturbateurs, on est d'accord, ce sont des enfants qui vont mal, je préfère le dire, c'est pas un diagnostic, ce sont des enfants qui vont très mal et qui, parfois intelligemment, explosent pour
exprimer cette souffrance. Et donc, pour les enseignants, c'est la gestion de cet enfant et parfois le temps qu'il y a entre tout le système qui va se mettre en place, parce que c'est long et c'est difficile. Pendant ce temps-là, l'enseignant, il a cet élève, il a la pression, il a la culpabilité parce qu'il a l'impression que les autres n'avancent pas. Voilà. Pour moi, je dirais que c'est les deux gros cas qui sont extrêmement difficiles, avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure de ne pas rester seul, etc. Oui, vous aussi, Oui, c'est quelque chose que vous confirmez. Oui. Une question de Julien sur la reconversion professionnelle, on l'a pas trop abordé un petit peu avec vous. Est-ce que à 40 ans, c'est compliqué de se reconvertir? Est-ce qu'on a toutes ces chances? Oui. On peut. Je les ai pas encore, mais presque. Je me sens. Voilà. Oui, effectivement, c'est tout à fait possible et je dirais que c'est pour certaines situations un atout d'avoir une vie professionnelle avant. Je vais parler de mon cas. J'ai travaillé beaucoup dans le commerce et dans plein d'autres types de structures. Donc, ce qui m'a permis de me sentir vite à l'aise, par contre, moi, c'est la communication parce que ça faisait partie de mon ancien métier. C'est quelque chose qui me permet, surtout sur mon poste actuellement de remplacement, de très vite, ne pas hésiter à appeler à l'aide, croiser quelqu'un dans les couloirs et ne pas avoir peur de... Oui, cette maturité. Oui, parce que je veux dire, puis après, avec un certain âge, on ne nous aborde pas de la même façon aussi, hein. Oui. Quand on a une vingtaine d'années, puis quand on aborde 40 ans, on n'est pas perçu de la même manière, il faut le dire aussi. C'est pas tous les jours facile d'être jeune dans le métier, physiquement parlant. Donc moi, c'est un atout, si vous voulez. Donc 40 ans est un atout. Voilà. 40 ans est un atout. Et la reconversion professionnelle, oui, c'est se servir peut-être d'outils qu'on avait avant, professionnels, de situations vécues aussi, parce qu'on peut avoir tous des métiers différents et des métiers qui ont pu être difficiles parfois, qui vous permettent aussi d'avoir du recul et des fois même d'aller aider certains collègues parce que moi j'ai eu plusieurs métiers mais j'ai fait des accompagnements aussi de personnes, etc. Donc du coup, et puis aussi des situations plus ou moins complexes, le commerce, etc. Donc il y a plein de petits outils que je me sers en fait au quotidien. Du coup, je dirais que c'est très positif. Après la préparation du concours, c'est la remise en route du cerveau, les apprentissages, etc., de se remettre dans le bain, qui va demander peut-être beaucoup plus d'énergie et de remise en question et d'humilité, beaucoup. Parce que les premières semaines, on a l'impression que rien ne rentre, aucun savoir, plus rien. Comme si on avait tout oublié. Et puis, à force de volonté, on y arrive. Il n'y a pas de souci. Alors que peut-être, toi, Nelly, comme tu as été dans toi, tu as continué les études, donc tu es dans une dynamique. Je pense que c'est pas effectivement la même dynamique. Voilà. Mais c'est vrai ce que vous dites. En tout cas, je pense, Pascal, vous le constatez aussi chez Fort-Prof. On a beaucoup de stagiaires en reconversion. La grande majorité sont en reconversion. Et en fait, ça se passe très bien. Ça demande une organisation, se remettre dans le bain. Et en fait, ça se passe très bien. Oui, je pense qu'alors, je vais pas redire ce qui a été dit. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une maturité professionnelle qui est tout à fait bénéfique. Voilà. Après, en plus, les reconversions professionnelles, ce sont des gens très impliqués, très motivés. Et j'allais dire, c'est un métier, plus on est motivé, plus on y arrive. Alors, je pense qu'il faut le dire, il y a des démarrages qui sont durs, il y a des coups de blues quand on prépare le concours, mais je pense que quand les personnes y arrivent... Alors, il y a aussi une chose que je leur dis aussi, c'est, je sais bien que parfois il y a des contextes personnels, professionnels, mais à un moment donné, passer ce concours par exemple, c'est aussi se dire, tant mieux si je l'ai la première fois, et c'est pas dramatique si je l'ai la deuxième fois, parce qu'un concours c'est difficile, et que parfois on a des stagiaires qui disent, je vais le préparer sur 2 ans, peut-être pour ne pas trop me mettre la pression. Et si je l'ai du premier coup, le concours c'est aléatoire aussi. On va dire la vérité. Alors bien sûr, si on ne travaille pas, on a quand même moins de chances de l'avoir. Mais j'allais dire, il y a aussi un côté aléatoire. Et donc moi j'ai beaucoup de jeunes qui l'ont passé, et de moins jeunes qui l'ont passé 2 fois, 3 fois. Le principal, c'est quand on veut faire ce métier. On y arrive. Après, peut-être aussi, en tout cas, c'est des témoignages que nous on reçoit régulièrement. Une fois qu'on est en classe, on a presque oublié un petit peu ces années de souffrance, de préparation au concours. Toi, Nelly, tu l'as présenté combien de fois ton concours? Alors, moi, je l'ai présenté 3 fois, en sachant que j'étais donc en master en alternance. Donc, j'étais en classe en responsabilité 1 journée par semaine. Donc, j'avais la classe à gérer, plus le master, plus le concours.
C'est beaucoup. Donc c'est beaucoup et finalement après. Maintenant, tu l'as vite oublié. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est quelque chose. Donc la reconversion, oui, c'est possible et ça peut être en plus. Une question de Ingrid pour Madame l'inspectrice. Oui. Qu'attendez-vous d'un bon candidat à l'oral lors du concours, votre avis? Alors, lors du concours, il y a deux choses. La première, c'est effectivement qu'il y ait des contenus. Hein, il faut que la personne elle ait quand même des contenus. Après, à l'oral, c'est quand même une épreuve de communication. Donc moi, ce que je regarde, c'est si la personne est dans l'écoute, si elle écoute. Parce que dans les questions qu'on pose, on voit tout de suite si la personne est complètement fermée ou si la personne a écouté la question, qui généralement l'amène d'ailleurs à progresser, à évoluer. Voilà. Donc moi, je regarde si la personne est dans l'écoute. Je regarde si la personne montre une véritable envie de faire ce métier. Et ça se sent. C'est un peu comme quand on rentre dans une classe, ça se sent. Parce que même des personnes extrêmement stressées, à un moment donné, on sent l'envie de faire ce métier. Du dynamisme. Si j'ai quelqu'un qui est très lent, etc., je me dis que ça va pas être facile en petite section de maternelle. Donc voilà, c'est à peu près... c'est des qualités de communication. C'est quand même un métier de communication. Donc c'est vraiment des qualités de communication, d'écoute, de réflexion, de remise d'être capable de se remettre en cause, de réfléchir et d'avancer. Les épreuves d'oral, de toute façon, ce sont les compétences qui sont recherchées. Et d'ailleurs, oui, il faut des contenus, mais on n'a jamais blâmé un candidat parce qu'il avait fait une erreur. Parce que on sait qu'il va y avoir des erreurs. C'est pas ça qui est important. Faire une erreur, c'est pas grave. Par contre, ce qu'on cherche, c'est voir si la personne, elle va être capable de progresser, d'écouter, de se modifier. Voilà. Ok, merci. Donc pour les candidats au CRP 2021, un petit conseil pour apprendre. Il y avait une question sur les séquences, mais on en a parlé, comment les préparer avant la rentrée, ça on a fait un point dessus. Pareil, comment se préparer l'été, alors soit seul, soit avec les stages donc, proposés par l'institution. Nous, chez la Fabrique du Prof, donc on vous accompagne aussi dans l'été avec des stages de prise en main de la classe parce que ça peut rassurer, puis ça peut aider. Ça aide beaucoup. Ça aide et ça donne un petit coup de boost pour préparer sa rentrée. Alors là, on nous demande, Diane, comment appréhender la gestion de la classe? Comment garder la tête froide face à une situation difficile? Élèves ou parents d'élèves? Et ça, on n'en a pas parlé, mais c'est important peut-être de parler de la gestion des parents d'élèves aussi. Comment garder la tête froide dans une situation compliquée? Alors, je veux bien donner après. Bah oui, vous avez aussi la pratique. Je dis, imaginer ou pas, faire 3 pas en arrière. Prendre de la distance. D'accord? Se dire que l'enfant n'est pas en train de vous agresser, il est en train d'exprimer quelque chose. C'est pas vous. Le père est en train, ou la mère est en train de vous insulter parce qu'elle est en train de régler un problème. C'est pas vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous prenez tout ce qui arrive en vous impliquant et en pensant que vous êtes agressé, vous ne pouvez pas gérer. Je prends toujours l'exemple des infirmières qui parfois se font insulter par les malades et qui gardent un côté zen parce qu'elles savent que c'est une expression de souffrance, c'est une expression de maladie et c'est pas tourné vers elles. Je crois que dans la classe, c'est un peu pareil. Alors, c'est pas facile, on va être clair. Moi, je conseille de faire des moments de relaxation aussi, quand même. C'est pas facile parce que humainement, on est fatigué, on a ces problèmes. Mais il faut être capable de prendre cette distance pour gérer les choses comme un problème à régler et pas comme quelque chose qui est une agression personnelle. Voilà. Vous avez vécu, vous, Stéphanie et Nelly, des situations vraiment critiques où vous vous êtes dit là, je sais plus quoi faire, c'est compliqué. Je fais une pause et je règle le problème. Moi, personnellement, pas avec des parents d'élèves. Pour l'instant, je n'ai pas connu cela. Mais avec certains élèves, alors en étant remplaçante et en bougeant beaucoup d'écoles, je peux être confrontée à des enfants hautement perturbateurs qui vont du coup se permettre certainement encore plus, puisqu'ils ne me connaissent pas, d'exposer, etc. Donc là, clairement, c'est ce que je fais physiquement et mentalement, je recule de 3 pas. Oui, d'accord. Vraiment. Physiquement aussi, ouais. Physiquement aussi, je me recule et je regarde au loin. Et même si la crise est là, je ne vais pas répondre tout de suite et maintenant. Ok. Je vais attendre que ça sorte et ensuite je vais analyser ce qui a été dit, la posture, etc. Et je vais essayer
de venir pallier à cela, parce que des fois on n'est pas au courant. Quand j'arrive dans une classe, Oui, je peux être confrontée à voilà, une difficulté qu'on n'a peut-être pas eu le temps de me donner, parce que tout le monde est à sa classe, les directeurs sont débordés, voilà, donc on n'a pas pu des fois me donner toutes les informations, donc je peux me retrouver face à une situation un peu compliquée, donc déjà je me recule physiquement, parce qu'il faut que j'analyse la situation et que je voie aussi la réaction des autres élèves, parce que il y a ça aussi à analyser, très important, c'est-à-dire s'il n'y a aucune réaction, ça veut dire que c'est un quotidien. Donc cet enfant-là, je sais que les autres ne vont pas être perturbés, etc. Parce qu'ils ont l'habitude. Parce qu'ils ont l'habitude et parce que, en général, l'enseignant a expliqué, a parlé aux autres, etc. Donc ils adaptent aussi leur comportement. Bon, là, je sais que voilà, ça va pouvoir se canaliser à un moment donné en restant dans le calme et en continuant l'activité. Des fois, on le sent, on se rapproche physiquement aussi. On va poser une main sur l'épaule pour faire retomber, recanaliser. Ou des fois, on va rester loin parce qu'on sent que il y a une agitation qui fait, il faut beaucoup analyser, regarder ce qui se passe. Mais après, ça peut être compliqué toute la journée parce que on n'est pas des magiciens. Aussi, il faut admettre, c'est l'humilité, se dire que, et c'est pas pour ça que c'était une mauvaise journée, elle a été difficile, mais elle n'a pas été mauvaise, et ça c'est différent. Elle a été difficile, elle a été éprouvante, mais elle n'a pas été mauvaise, parce qu'il s'est passé aussi d'autres choses avec les autres élèves, il ne faut pas les oublier aussi, parce que ces enfants-là prennent tellement de place et d'énergie, etc., qu'on a l'impression, mais il se passe aussi des choses avec les autres. Donc c'est ça qu'il faut garder. C'est-à-dire, le peu de choses positives qui s'est passé, il faut le prendre. Et Nelly, est-ce que ça revient sur la question de Fabienne qui nous demande comment s'imposer tout en étant bienveillant? Alors toi, c'est peut-être du coup avec tes tout petits, forcément, ça passe aussi pas forcément par... Imposer, je trouve que le mot est fort parce qu'on n'est pas dans une relation de dualité, ou en tout cas on n'est pas en conflit avec les enfants. Après, je pense que chacun trouve sa place. Il faut bien poser un cadre, même s'ils sont tout petits. Et après, effectivement, tout se fait naturellement, j'ai envie de dire maintenant, parce que les enfants prennent conscience rapidement de ce qui peut se faire, ce qui ne peut pas se faire. Et puis il y a une ambiance qui se crée autour de tout ça. Et c'est pas une relation, on n'est pas dans l'imposition de quelque chose. En tout cas, moi, je n'impose pas quelque chose. Voilà, ça se fait naturellement. Et toujours avec la collaboration, on va dire, des enfants. Mais je pense que oui, c'était ça. Je pense tant qu'on n'est pas encore confronté à ça, c'est des interrogations comment en pratique. Parce que derrière cette question, il y a la question de la posture d'autorité. C'est ça. Il y a un fait, c'est qu'à un moment donné, on rentre dans une classe. Qui n'a pas eu peur de rentrer dans une classe? Soyons clairs. Moi, je crois que ma plus grande terreur, ça a été de rentrer dans une classe de l'âge de 3 ans, alors que j'avais jamais fait de maternelle, en me disant « Ouh là là, comment je vais me débrouiller avec ces enfants-là ?» J'allais dire, donc la peur, elle est normale. Par contre, il faut savoir la gérer. C'est-à-dire que les enfants ne doivent pas sentir la peur. Ils doivent vraiment sentir que vous êtes le maître. À un moment donné, il faut savoir qui est l'adulte. Et vous avez rajouté quelque chose qui est important, qui vous êtes un adulte dans un cadre bienveillant. Mais ça veut dire qu'il y a des règles que vous respectez, que vous leur faites respecter. Il y a vraiment un travail à se poser. Et d'ailleurs, sur Internet, il y a énormément d'articles sur l'autorité, la posture d'autorité, que je conseille de lire, parce que ça permet de réfléchir à soi-même. Je rentre dans une classe, comment je me sens? Je me sens être l'adulte. C'est moi l'adulte. C'est moi le chef. Et c'est pas une question d'imposer, je suis d'accord avec Nelly, mais c'est moi qui vais cadrer, parce que si je cadre, je sécurise les élèves. Donc je suis là pour les aider, je suis là pour les sécuriser, je suis là pour les accompagner et les encadrer. Je n'oublie jamais que c'est moi qui, à un moment donné, les règle. Vous savez, j'ai une stagiaire que j'ai suivie une année et elle a eu des difficultés de gestion de classe, comme ça arrive. Et à la fin de l'année, ça s'est nettement amélioré. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, vous savez pourquoi maintenant, madame, je sais que je tiens la classe, c'est que quand un élève dit « maîtresse », je ne me retourne pas pour savoir où est la maîtresse. Je sais que c'est moi. Et j'avais aimé cette image parce que je m'étais dit, oui, voilà, elle sait que... Ça peut prendre un peu de temps pour certains. Voilà. Après, il faut vraiment se poser des questions personnelles et anticiper, se dire, ben voilà. Et c'est là peut-être que la discussion avec les collègues. Qu'est-ce que je fais? Parce que c'est ça la question. Un enfant m'insulte, qu'est-ce que je fais?
C'est voilà. Des cas concrets, quoi. Voilà. Bon, mais ça c'est à travailler avec les équipes de circonscription. Au début, si on a peur de tout ça, il ne faut pas hésiter dans les formations à poser ces questions. C'est pas ridicule de dire qu'est-ce que je fais si un enfant m'insulte? Qu'est-ce que je fais? Voilà. Parce que d'abord, c'est un échange avec les collègues. C'est arrivé à beaucoup de personnes. Et on a besoin comme ça d'avoir des choses auxquelles se raccrocher plutôt que d'être tout seul à se dire qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup d'inquiétudes sur cette gestion de la classe parce qu'on approche mais bien pour sûr, les candidats qui passent le concours là en avril. D'autres questions du coup qui sont tombées un peu là sur le chat. Peut-on s'orienter vers une classe REP dès la titularisation? Est-ce que c'est un choix qu'on peut faire? Si. C'est possible? Si je ne dis pas de bêtises, la première année, les REP pour l'année de titularisation sont... Enfin, on n'est pas... Normalement, non. On n'est pas mis en poste sur... Non, vous avez raison. C'est plus tard. Normalement, alors, c'est normalement, parce que il y a toujours des exceptions, étant donné qu'il y a toujours des postes qui sont là, etc. Donc, normalement, on est... Alors, on peut... Si la question, c'est est-ce qu'on peut le demander? C'était dans les deux sens, je sais. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut le demander? Quand vous êtes accueilli par l'équipe de circonscription, il y a toujours des postes, à un moment donné, qui sont vacants. Et on demande, on a les 4 stagiaires qui n'ont pas de, 4 professeurs des écoles stagiaires qui n'ont pas de poste, on leur dit, ben voilà, j'ai une CLIS, j'ai une telle classe en REP+, etc. On leur demande. Dans ces cas-là, ils peuvent se positionner en disant, mais moi, ça m'intéresse. Donc, je pense que si vraiment c'est un choix, ils peuvent de toute façon toujours envoyer un mot à l'équipe de circonscription ou se faire connaître en disant, écoutez, moi, s'il y a une classe en REP+, ça ne me fait pas peur, je veux bien y aller. Voilà. C'est exactement la même chose avec les SECPA, qui font généralement peur. Il y a des personnes, parce qu'ils ont eu dans leur carrière, qui peuvent dire, bah, écoutez, moi, ça ne me gêne pas. Voilà. Donc, on peut se positionner. Mais on ne sera pas mis... Alors, quand je dis qu'on ne sera pas mis d'office, il ne faut pas mentir, ça peut arriver. En théorie, c'est pas En théorie, pas forcément... normalement, la théorie, c'est non. Après, vous savez, on est toujours besoin de service. C'est-à-dire qu'il y a toujours la protection des enseignants et il y a toujours le besoin de service qui est prioritaire. Donc, on peut toujours faire des exceptions quand on a une classe où il faut mettre quelqu'un devant. Oui, bien sûr. Ok. On nous demande le niveau d'études de Stéphanie avant sa reconversion. Oh là là. Alors, je ne vais pas vous mentir. Alors, je suis vraiment atypique. mais on aime ça chez Papa, on a beaucoup de profils atypiques. Donc, en fait, très clairement, je n'ai pas passé la totalité de mon baccalauréat. Parce que je ne me plaisais absolument pas. Donc c'est pour ça que je dis que je n'ai pas du tout le profil de la bonne élève de Nelly. Qui suivait tout. Non, mais non. Non, mais même pas. Non, je suis taquine. Mais voilà. Donc non, moi, en fait, j'ai appris, fait des formations complémentaires tout au long de ma carrière professionnelle. Mais par exemple, je vais clairement dire que je n'ai pas le bac. Voilà. Donc, ce qui m'a permis d'accéder au concours maman de 3 enfants. De 3 enfants, c'est ce qui m'a permis d'accéder au concours externe, c'est d'être maman de 3 enfants. Et après, on va pas se cacher, énormément de travail. C'est le cas de beaucoup de nos stagiaires et du coup, c'est rassurant de savoir. Oui, parce qu'en fait, au-delà du possible. niveau scolaire, alors moi, ça a été les 3 enfants qui m'ont ouvert l'accessibilité à ce concours-là, évidemment. Mais il faut se le dire, c'est énormément de travail et de gestion de son temps. Et de ne pas s'oublier même l'année du concours. C'est-à-dire, c'est vraiment d'avoir un emploi du temps où, à la fois, on va beaucoup travailler. Moi, ça m'a demandé beaucoup de travail, effectivement. Mais je me suis aussi, j'ai fait en sorte de garder du temps pour ma famille et surtout pour me ressourcer, pour tenir sur la longueur. Bien sûr. Voilà, Ouais, très important. très important. Voilà, donc je suis un peu atypique. Et j'ai eu la chance de le réussir en une fois. Je m'étais donné 3 fois parce que je savais que je partais un petit peu de loin en termes de niveau scolaire. Donc, je m'étais laissé 3 années de passage du concours. J'ai eu énormément de chance. Les dés ont été en ma faveur cette fois-là. Le travail qui a payé. Le travail, et puis aussi, il y a le facteur, c'est un concours, il y a un facteur chance. Il y a le bon sujet qui nous convient, qui tombe. Et ça fonctionne aussi. Donc, il ne faut pas être négatif. On a le droit de... Et puis, la moyenne, je crois que c'est 2 fois minimum. Sur un certain nombre d'enseignants... Quand on fait le tour des collègues, il y en a très peu. C'est un concours très exigeant. Voilà, très exigeant. C'est souvent, on l'entend souvent 2 fois, 3 fois. Mais souvent, quand certains stagiaires découvrent finalement la difficulté du concours et du métier quand ils s'y préparent. Et c'est pour ça que c'était bien de faire ce live aujourd'hui pour vraiment montrer ce que c'est qu'être enseignant et comment en fait
comment on s'y prépare. On refera un live sur la préparation au concours de toute façon. Mais aujourd'hui, c'était vraiment mettre un coup de projecteur sur le quotidien du métier d'enseignant. Alors, comment devient-on remplaçant? Peut-on refuser? Stéphanie a-t-elle eu le choix? Alors, l'année où on est titularisé, donc l'année de fin de stage, nous participons au mouvement et on se positionne sur des postes à temps plein, dans des classes, que ce soit en maternelle, en élémentaire ou même dans certaines structures qui sont des primaires. Donc il y a les maternelles et élémentaires qui sont couplés. Et il y a aussi les postes de brigade, de remplaçants et aussi de titulaires remplaçants de secteur qui eux vont tourner et qui vont faire plutôt tout ce qui est décharge de direction, les cartons de collègues. Ils vont avoir toute l'année les mêmes demi-temps ou les 4 cartons sur une année complète. Donc ils travaillent sur une zone vraiment resserrée. Donc avoir le choix, je ne vais pas vous mentir, pas vraiment en fait. Ça reste très rare en début de carrière d'avoir le choix d'un poste, puisque c'est au nombre de points et que c'est une attribution qui est faite informatiquement et qu'on arrive et qu'on n'a quasiment pas de points. Donc ça peut arriver, hein. On peut avoir aussi la chance de demander un poste qui se libère et c'est pour nous. Mais la plupart du temps, les premières années, on est soit remplaçant, soit titulaire remplaçant secteur. Et brigade, bon, ça reste très rare. C'est plutôt des gens qui ont déjà quelques années d'enseignement qui ont ce genre de poste la plupart du temps. Donc non, et après le refuser, je ne crois pas que ce soit possible. Je confirme. Voilà. Donc non. Mais je regrette pas. Enfin, si c'est pour assurer, le métier de remplaçant est difficile parce que voilà, tous les jours il peut se passer des choses différentes. On peut passer le lundi en petite section, le mardi en CM2. Mais c'est très très formateur parce que très vite on est obligé de se servir des outils de la classe, d'être percutant, de prendre beaucoup de recul, d'analyser, puis après à force on pose les bonnes questions à tout le monde quand on arrive, les réflexes. Voilà, après on a des réflexes qui se mettent en place et je trouve ça très intéressant parce que du coup en allant dans les classes on voit les outils des collègues. On peut les tester plus ou moins longtemps en fonction du temps que l'on reste. On peut se dire, tiens, cette méthode est pas mal, j'aime bien. Ça fonctionne dans la classe, tac, on écrit, on se fait un petit carnet pour se dire, le jour où on aura cette classe, c'est déjà des outils qu'on va se servir. Donc c'est très formateur. Voilà, donc c'est pas facile comme poste, comme fonction. Mais à la fois, c'est très enrichissant pour démarrer une carrière. Encore quelques petites questions. Alors, de quoi se composent les fiches de préparation pour une semaine, une période? Est-ce qu'on doit les faire à la semaine, sur une période ou à l'année? Comment est-ce qu'on prépare en fait? Alors, ce qui est généralement demandé, c'est 2 fiches de préparation par jour. Une fiche de préparation, c'est la fiche de la situation d'apprentissage. On ne fait pas des fiches de préparation pour tout ce qui est réinvestissement, etc. Donc, dans une journée, alors on est d'accord, hein, c'est la théorie ça. Dans une journée, on a 2 moments de nouveaux apprentissages, le reste étant du travail de réinvestissement. C'est pour ces 2 moments-là que, normalement, on doit avoir sa fiche de préparation. Alors, une fiche de préparation, ça peut aussi faire 2 jours, 3 jours. Une fiche de préparation, ça peut, décrire ce que l'on met en classe en 2-3 fois ou même en 4 fois, d'accord? Donc ça dépend, voilà. Okay. Mais on est à peu près sur ce rythme-là, hein, voilà, globalement. Merci. On avait une question aussi sur le journal de classe. Est-il toujours d'actualité? Jules Ferry l'aurait aboli en 1881. Est-ce que c'est une question qui vous inspire? Alors, je répondrai que le journal de classe est toujours d'actualité et d'ailleurs, il me semble bien qu'il est inscrit à un moment donné dans les programmes. Ça reste le document officiel institutionnel. Ce qui n'est pas institutionnel, c'est la fiche de préparation. D'accord. Ah oui, elle est largement sollicitée et on la demande et on la regarde surtout les jeunes enseignants. C'est comme ça qu'on peut voir à un moment donné comment ils mettent en place leur démarche. Par contre, par exemple, un enseignant qui a de l'expérience, on ne lui demande pas ses fiches de préparation. On va lui demander ses progressions, sa programmation, mais on va lui demander son cahier journal. C'est le seul document obligatoire. Ok, merci. On avait encore peut-être une question sur les commentaires, et puis après, je pense qu'on aura fait le tour, on aura un peu balayé tous les aspects du métier.
Combien de temps reste-t-on remplaçant? Il y a beaucoup de questions hein, sur cette thématique-là. Alors, remplaçant, alors on peut choisir, d'avoir un poste remplaçant tout le temps, parce qu'il y a des postes de remplaçants à titre définitif, donc on peut choisir. Après, comme Stéphanie, on peut avoir été mis sur un poste de remplacement en début de carrière et rester sur ce poste de remplacement tant qu'on n'aura pas un poste à titre définitif. Voilà. Alors, si la question c'est, est-ce que je risque d'être remplaçante de nombreuses années? En fonction des circonscriptions et en fonction des postes, si vous demandez des postes dans les zones très difficiles, vous avez plus de chances d'avoir un poste à titre définitif plus rapidement. Si vous demandez un poste dans une zone plus facile, c'est clair, il vous faudra 6-7 ans avant d'avoir un poste. C'est la réalité. Donc, en fonction de ça, vous pouvez rester remplaçant 2-3 ans avant d'avoir un poste. Voilà. Après, c'est complètement aléatoire. Oui. Alors, par contre, il y a des personnes qui ont fait des choix. Il y a des gens qui ont préféré, par exemple, aller vers le spécialisé, prendre des CLIS, parce que là, il y a une personne, prendre des SECPA en se disant, moi, je préfère plutôt que d'être remplaçant. Il n'y en a plus maintenant, mais à un moment donné, il y avait les postes fléchés langue, donc il y avait des gens qui allaient sur des postes spécifiques. Ça, c'est aussi à réfléchir. Quand il y a des postes spécifiques, on peut à un moment donné faire ce choix. Voilà. Mais si vraiment c'est pas un choix d'être remplaçant, pour avoir un poste à titre définitif en fonction des zones dans lesquelles on demande, ça peut être entre 3 ans, 5 ans ou 6 ans. Nelly, toi, tu avais fait le choix d'enseigner en REP? Oui, et le dispositif auquel j'enseigne, c'est un poste à profil. Donc on ne participe pas à un mouvement, mais effectivement, on doit établir une lettre de motivation et un entretien se fait ensuite avec les inspecteurs. Ok, merci. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions en direct. Pour toutes celles auxquelles on n'a pas répondu, on y répondra soit en commentaire plus tard, soit par mail directement, notamment dans les questions qui ont été envoyées avant. Donc pas d'inquiétude là-dessus, on vous répondra à tous. Merci beaucoup d'avoir été là, merci à vous trois, c'était très enrichissant et on pourrait refaire régulièrement des lives sur ce sujet parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Si vous n'avez pas pu suivre le live en entier ou si vous voulez le regarder à nouveau, il sera disponible en replay dès la fin de la diffusion sur la page Facebook ou sur YouTube. Je vous remercie d'avoir participé et je vous souhaite une bonne soirée.